Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer par présenter l'analyse du mouvement du poignet et nous allons commencer par la cinématique articulaire. Alors, pour rappel, le poignet, ce sont en fait tous les os du carpe. Il y en a 8 qui se touchent entre eux par une bonne vingtaine de surfaces articulaires, mais en fait, si on veut simplifier le système, on peut dire que le poignet comporte deux articulations. L'articulation médiocarpienne, qui est le contact entre les os proximaux et les os distaux du carpe, qui est représentée ici en rouge, et l'articulation radiocarpienne, qui est représentée ici en gris, et qui donc forme un contact entre le radius et le scaphoïde ou le lunaté. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de contact entre l'ulna et le pisiforme, comme vous pouvez le voir sur la radio qui est présentée en dessous de la diapositive. Dans le petit carré, vous voyez qu'il y a un espace entre l'ulna et le pisiforme. Alors, l'articulation du carpe comporte 2 degrés de liberté, plus un troisième degré de liberté, mais qui est vraiment très limité, qui est la rotation. Alors le premier degré de liberté, c'est la flexion-extension, et l'axe de rotation en flexion-extension, c'est représenté en vert sur la diapositive ici. Et vous voyez que c'est un axe qui passe par le trapézium, la tête du capitatum et le pisiforme. Et puis il y a un deuxième axe, un deuxième degré de liberté, qui est l'abduction. Et donc l'abduction, c'est ce qu'on appelle aussi la déviation radiale du poignet. Et l'adduction s'appelle également la déviation ulnaire du poignet. Et vous voyez que l'axe de rotation en abduction, c'est l'axe qui est représenté en bleu sur la partie de gauche de la diapositive. Il est perpendiculaire, quasi perpendiculaire à l'axe de flexion-extension, et il passe par la tête du capitatum. L'adduction est limitée par le contact osseux entre le scaphoïde et le processus styloïde du radius. Et puis je vous le disais, il y a un troisième axe qui est l'axe de rotation. Ce sont des rotations très légères dans l'articulation médiocarpienne autour de l'axe vertical du capitatum. Alors, l'articulation du poignet, quelle est l'amplitude des mouvements? Eh bien, en flexion, on atteint une amplitude de 80 à 90 degrés, mais seule une amplitude de 45 degrés est utilisée dans les activités de la vie journalière. En extension, l'amplitude en actif est de l'ordre de 50 degrés, comme vous pouvez le voir ici sur la photo A, et par contre, en passif, on peut atteindre 70 à 80 degrés, donc si vous poussez passivement sur la main, vous pouvez encore descendre plus bas que ce qui est montré sur la photo. Et de nouveau ici, l'amplitude habituelle dans les AVJ est de l'ordre de 45 degrés. Donc l'amplitude fonctionnelle de la flexion-extension est de l'ordre de plus ou moins 45 degrés. Alors, si on regarde maintenant l'amplitude en adduction, donc en abduction, c'est ce qu'on appelle également, comme je vous le disais, la déviation radiale, on a une amplitude qui est de l'ordre de 15 degrés et qui se partage entre 5 degrés dans la radiocarpienne et 10 degrés dans la médiocarpienne. Pour ce qui est de l'adduction, donc la déviation ulnaire, on a une amplitude totale qui est de l'ordre de 40 degrés, environ 15 degrés viennent de la radiocarpienne et 25 degrés viennent de la médiocarpienne. Alors il faut savoir que le radius n'est pas une surface plate, que cette surface est inclinée. Donc si je laisse pendre mon bras en position anatomique, il existe un angle de 25 degrés dans la direction ulnaire entre la surface du radius et l'horizontale.
Et donc, c'est ce qu'on appelle le ulnar tilt, qui est donc de 25 degrés. Ça, c'est quand je regarde le radius et l'ulna de face. Si maintenant je regarde l'extrémité distale du radius de côté, donc depuis une vue médiane, je constate également que la surface est inclinée par rapport à l'horizontale d'environ 10 degrés. C'est ce qu'on appelle le palmar tilt parce que cette inclinaison est dans la direction palmaire. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle l'ulnar tilt permet au poignet et à la main de tourner plus loin en déviation ulnaire qu'en déviation radiale et que l'inclinaison palmaire de la surface radiale explique le fait que la flexion soit plus importante que l'extension au niveau du poignet. Alors si on regarde un peu plus en détail les mouvements de flexion-extension, on remarque qu'ils sont une combinaison de mouvements au niveau de la radiocarpienne et de mouvements au niveau de la médiocarpienne, et que le centre de rotation se trouve dans la partie proximale du capitatum. Pour l'articulation radiocarpienne, les mouvements de roulement et de glissement sont représentés en rouge et ils sont représentés en blanc pour l'articulation médiane du carpe. Alors, lors de l'extension du poignet, que l'on peut voir sur la partie gauche de la dia, il y a un mouvement et un glissement tant dans l'articulation radiocarpienne que dans l'articulation médiane carpienne. Les ligaments radiocarpiens dorsaux se relâchent alors que les ligaments radiocarpiens palmaires se tendent. Et en fait, lorsqu'on fait une flexion, eh bien c'est exactement la cinématique inverse. Il y a également un mouvement de glissement et de roulement dans l'articulation radiocarpienne et un mouvement de roulement et de glissement dans l'articulation médiocarpienne. Et vous pouvez voir sur la partie de droite du dessin que dans ce cas, les ligaments radiocarpiens dorsaux se tendent et les ligaments radiocarpiens palmaires sont détendus et sont donc relâchés. Alors voyons maintenant la cinématique articulaire du poignet en abduction. Et donc, vous voyez sur cette dia le modèle du poignet droit illustrant l'abduction, déviation radiale, et l'adduction qui est la déviation ulnaire. Alors, sur la figure du milieu, vous observez que le poignet est représenté au repos, en position neutre. L'axe de rotation du mouvement passe aussi par la tête du capitatum, comme dans la flexion-extension. Les deux axes de rotation, flexion-extension et abduction, se croisent à peu près en un même point au niveau du capitatum. Et donc, vous voyez également que sur cette représentation de la cinématique articulaire du carpe, on n'a représenté que le troisième métacarpien. Alors les mouvements de roulement et de glissement sont représentés en rouge pour l'articulation radiocarpienne et en blanc pour l'articulation médiane du carpe. Le ligament entre le scaphoïde et le lunatum est représenté sur chaque dessin sous la forme de deux courtes flèches noires, mais nous n'en parlerons pas ici. Lors de la déviation ulnaire du poignet, qui se trouve à gauche, vous voyez qu'il y a un mouvement de glissement dans l'articulation radiocarpienne, mais également dans l'articulation médiane du carpe. Il y a aussi un mouvement de roulement dans ces deux articulations, qui vont donc, comme nous l'avons dit, tourner autour d'un axe qui passe par la tête du capitatum. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans l'autre sens, il y a également un mouvement de roulement et de glissement tant au niveau de l'articulation radio-carpienne qu'au niveau de l'articulation médiocarpienne. C'est exactement une cinématique inverse par rapport à la déviation ulnaire.
Alors, les mouvements du poignet sont engendrés par les muscles, bien évidemment, mais ils sont guidés et contrôlés par la tension passive des ligaments. Et donc, la figure que vous voyez ici illustre la manière dont le système de ligaments va aider à contrôler la cinématique de la déviation cubitale et radiale. Les os scaphoïdes lunatum et pisiforme ont été représentés en un bloc pour plus de simplicité. Les flèches noires représentent les ligaments soumis à une tension accrue. Et donc, vous voyez qu'en position neutre, 4 ligaments apparaissent sous la forme de 2 V inversés. Ces ligaments sont appelés système de ligaments en W. Le V inversé distal est formé par les branches médiales et latérales du ligament intercarpien palmaire et le V inversé proximal est formé par les attaches lunaires des ligaments ulnocarpiens et radiocarpiens palmaires. Ces 4 ligaments sont légèrement tendus, même en position neutre. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors d'une déviation ulnaire? On voit que lors de cette déviation, la tension passive va augmenter en diagonale sur le poignet grâce à l'étirement de la branche latérale du ligament intercarpien palmaire et des fibres du ligament ulnocarpien. Alors, lorsque on effectue une déviation radiale du carpe, on observe que la tension est créée dans la diagonale opposée et que la déviation radiale va étirer la portion médiale du ligament intercarpien palmaire, de même que les fibres du ligament radiocarpien palmaire, en particulier les fibres des longs ligaments entre le radius et le lunatum. Pour finir, donc, nous pouvons conclure qu'une augmentation progressive de la tension dans le ligament permet de guider les mouvements d'abduction du carpe et de contrôler la stabilité dynamique des os carpiens. Les tensions dans les ligaments collatéraux étirés va donc permettre de déterminer la plage de déviation finale du radius et de l'ulna. Ceci termine donc la partie cinématique articulaire du carpe, du poignet donc, et dans la présentation suivante, nous allons étudier les actions musculaires qui permettent de réaliser ces mouvements du carpe.